Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Si ça va pas, ça va aller par la grâce divine. Aujourd'hui, on va parler d'échec. On va parler de sa peur de l'échec et comment surmonter cette épreuve. Alors moi, je te conseille d'aller chercher quelque chose à boire. Moi, j'ai ma tasse de thé, comme d'habitude. Tu peux prendre du jus, de l'eau, ce que tu as l'habitude de boire, peu importe. Choisis un truc parce qu'aujourd'hui, on va beaucoup parler. Générique. Alors, qu'est-ce que c'est que l'échec? L'échec, ça peut être le résultat négatif, selon son point de vue, hein, le résultat négatif de quelque chose que tu voulais peut-être réaliser, que ce soit un but, un objectif à atteindre, que tu t'es fixé et que tu n'as pas pu réaliser ou tu as eu un résultat inattendu. Et ça peut être le cas dans plusieurs aspects de notre vie. Ça peut être dans les études, que ce soit au primaire, au secondaire, à l'université. Ça peut être dans notre vie professionnelle, avec nos collègues, avec nos responsables. Ça peut aussi se passer durant nos projets personnels. Peut-être tu as un projet où tu vas acheter une maison ou encore créer une entreprise. L'échec peut intervenir partout. Maintenant, ça dépend de comment tu vois l'échec. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu connais la chaîne? Non, je ne pense pas. Alors, si tu ne me connais pas, moi, je m'appelle Viviane et sur cette chaîne, on parle d'authenticité, d'identité, de toi. On parle de toi et ce sont des sujets qui t'intéressent, des thématiques qui te parlent. N'hésite surtout pas à activer la cloche de notification, à t'abonner à la chaîne parce que c'est très important. À activer la cloche de notification pour recevoir toutes les vidéos lorsque je les poste. Like également ma vidéo si tu aimes mon contenu et si tu aimes ce que je fais. Partage la vidéo pour aider d'autres personnes. Et si tu es tout simplement nouveau sur la chaîne, bienvenue dans la famille. Donc, pour entrer dans le vif du sujet, l'échec peut intervenir dans plusieurs aspects et dans plusieurs domaines de notre vie. Ça fait partie du jeu. Non, il faut se le dire, ça fait partie du jeu. C'est nécessaire. Ça, c'est ma vision des choses. Je pense qu'il faut savoir comment le prendre, comment ça se manifeste et savoir surmonter l'échec. Donc, l'échec peut être dû à plusieurs choses dans notre vie. Par exemple, ça peut être dû à un manque de préparation, un manque de compétences. En fait, tu n'as pas ce qu'il faut pour atteindre un but ou un objectif que tu t'es fixé. Il faut au préalable s'entraîner ou se préparer pour atteindre cet objectif-là. Parce que toi, tu t'es fixé un objectif peut-être trop haut et à la fin, tu t'attendais à avoir un résultat, mais ce n'est pas le cas parce que tu n'étais pas prêt à atteindre cet objectif-là déjà. Tu n'avais pas les compétences nécessaires pour atteindre cet objectif. Je vais prendre mon cas, par exemple, quand j'étais à l'école primaire. J'ai redoublé 2 classes dans ma vie. Donc le cours moyen 2 et la terminale. En tout cas, dans les 2 cas, ce qui s'était passé, c'est qu'il y avait un manque de concentration et de préparation. J'aime toujours dire que moi, je suis une élève, moyenne. Donc j'ai besoin de travailler plus pour pouvoir atteindre certains objectifs. Il faut que je me prépare en amont, ne pas juste venir et me dire bon, je vais faire ci. Moi, je suis pas le type d'élève qui va juste écouter ce que le professeur il dit. Et plus tard, peut-être passer un examen en me disant que bon, je vais juste... j'ai pas une mémoire visuelle, non, j'ai pas une mémoire auditive, c'est-à-dire écouter et puis reproduire. Non, ça c'est un truc, ça passe pas. Il faut que j'écoute plusieurs fois pour que ça rentre. Donc des fois, le professeur, il peut faire son cours. Moi, je note en fait, je prends des notes, je note tout ce qu'il faut et après, je me retire peut-être durant mes heures perdues ou à la maison, que ce soit tôt le matin, que ce soit le soir, je révise pour pouvoir retenir et assimiler le cours. Ça, c'est mon cas. Maintenant, il y a des gens qui peuvent juste écouter, puis basta, ils viennent, ils passent des examens, sauf que c'était pas mon cas. Et des fois, je faisais des trucs du genre, j'écoutais juste ce que le professeur il disait et je me disais, bon, je peux passer l'examen sans étudier. C'est pas, non, ça se passe pas comme ça. J'avais pas eu mon bac parce que j'étais pas concentrée. J'étais pas concentrée, j'étais dans la distraction un peu partout. Je faisais, alors ça sera peut-être une story time pour une prochaine fois, mais j'étais dans la distraction. Je ne me préparais pas à l'examen du bac, proprement dit, hein. Je ne me préparais pas à l'examen du bac et j'ai fait plein d'erreurs. C'est-à-dire, je suis arrivée, j'ai révisé à la dernière minute et j'ai pas tout compris, j'ai pas tout assimilé. Et je pense aussi que c'était mélangé au stress
et à la peur de l'examen. Avant de faire l'examen du bac, je préparais mon cursus universitaire. Je voulais rentrer à l'époque dans l'Université catholique de l'Afrique centrale et on pouvait le faire sous réserve bac. Et à l'époque, j'ai fait le concours, je ne l'ai pas eu. Ça devait déjà me mettre la puce à l'oreille, comme quoi prépare au moins ton examen du bac, tu vois. Mais ça, je ne l'ai pas fait. Donc du coup, j'ai fait vite fait, j'ai essayé de réviser comme je pouvais à la dernière minute, mais ça ne s'est pas fait malheureusement. Donc après, je me suis dit, bon, j'ai pas eu le concours pour aller à UCAC. Donc ce que je vais faire, je vais essayer de passer l'examen, le concours pour entrer dans une autre université qui était quand même assez connue en Afrique centrale. C'était la deuxième école la plus connue, en tout cas en termes de business school, la plus connue au Cameroun. C'était l'Institut catholique Saint-Jérôme de Douala. Voilà, parce que UCAC, c'était à Yaoundé, dans la capitale politique, et l'Institut catholique Saint-Jérôme était à la capitale économique, à Douala. Sauf que, à mi-chemin, quand j'ai pris mon bus, parce que moi j'ai pris le bus pour aller à Douala du coup, quand j'ai pris mon bus, à mi-chemin, c'était ce jour-là, en fait, au moment où je voyageais, c'était à ce moment-là que les résultats du bac sortaient, et je voyageais avec mon frère. Et à mi-chemin, c'est-à-dire entre le sud et le nord du Cameroun, dans la région de l'Adamawa, à mi-chemin, les résultats sont sortis. Les résultats de Marois sont sortis. Et là, on m'appelle, en fait, on appelle mon frère, on lui dit, en fait, elle n'a pas eu le bac, on n'a pas entendu son nom ne figure pas sur la liste. Je t'en vote. Quoi? Pardon? Alors, je ne vous dis pas le choc, parce que moi, je ne m'attendais pas à ça. Je ne m'attendais pas à ça. J'avais quand même de bonnes notes. J'étais dans la moyenne, en fait. Quand je prenais mon bulletin durant mes 3 trimestres passés en classe de terminale, je ne comprenais pas pourquoi je n'avais pas eu mon bac. Je pense que je ne m'étais pas préparée comme il fallait. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, j'ai pas eu ce bac-là. Ce qui faisait donc que c'était même pas la peine d'aller à Douala parce que sans le bac, je pouvais pas passer l'examen pour aller à l'Institut catholique Saint-Jérôme de Douala. Donc cette petite histoire, c'est pour vous dire qu'il faut se préparer en amont, bien se préparer pour pouvoir passer, atteindre l'objectif qu'on s'est fixé ou peut-être passer en examen, je sais pas moi, mais se préparer pour ne pas rencontrer l'échec juste après. Et moi, c'était mon cas. J'ai eu un échec. J'ai pas eu mon bac et j'étais obligée de redoubler la classe de terminale. Donc quand mes promos allaient à l'université, moi, j'allais passer une autre année au collège, une autre année de terminale au collège, malheureusement. Mais je pense que des fois, l'échec, c'est fait pour nous apprendre plein de choses. Et cette année-là a été l'année où j'ai repris ce bac-là. C'est l'année où j'ai tout changé. L'échec aussi peut être dû à une mauvaise planification, une mauvaise organisation qui peut t'amener à ne pas atteindre ton but. Je ne sais pas moi. Je vais prendre par exemple au travail. Au travail, quand je venais de commencer en entreprise, il y avait plein de choses que je ne connaissais pas. Et en début de formation, par exemple, pour que je sois prête que je sois assez compétente sur le poste, j'ai reçu une formation de base, c'est-à-dire une sorte d'imprégnation professionnelle, si on peut dire ça comme ça. Et après, le reste, c'est à toi de t'organiser, à te former, à être autodidacte aussi, hein, parce que le formateur ne peut pas tout te donner. Hein. À un moment donné, il faut prendre les choses en main, essayer de se former toute seule. Tu vas des fois apprendre dans le tas. Et maintenant, en apprenant dans le tas, il faut savoir aussi comment organiser certaines choses. Parce que là, par exemple, en 2024, j'ai suivi une formation qui m'a permis de m'organiser au mieux, que ce soit dans ma vie professionnelle, dans ma vie personnelle, dans mon mariage, avec la famille, mes relations amicales, mes relations externes même, ma relation avec Dieu, dans plein de choses. C'est-à-dire, j'ai fait des thématiques où je me suis organisée pour pouvoir atteindre certains objectifs. Alors ça, c'était pas un truc que je faisais auparavant. Hein. Dans les années antérieures, j'y pensais. Je ne le mettais pas sur écrit parce que s'organiser, c'est aussi écrire, mettre des mots sur la pensée.
écrire ça pour pouvoir suivre après. Et par exemple, au travail, ça m'évite aujourd'hui d'être critiquée, par exemple. Alors, les critiques, ça existe, hein. On doit te critiquer pour que tu progresses. Et moi, je sélectionne les critiques qui sont faites. En fait, des fois, on peut me critiquer. Et si je vois que ça ne m'aide pas à me construire, moi, je n'en tiens pas compte. Justement, en parlant de ça, j'ai mentionné sur ma page Instagram un livre que j'ai lu pour pouvoir améliorer les critiques que je reçois. Pas améliorer ces critiques-là, mais améliorer la façon dont je les perçois moi-même. Et c'est un livre qui m'a été recommandé par une collègue. Donc, en plus de la formation sur la planification, j'ai également lu ce livre. Et aujourd'hui, ça m'aide à m'organiser au mieux. Et comme ça, j'évite de toujours être dans les réflexions inutiles, comme quoi, ouais, je suis pas capable, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça. Les critiques, on en aura toujours. Mais si tu sais t'organiser, tu fais de ton mieux déjà. Après, l'échec aussi peut être dû à un manque de motivation. Manque de motivation, manque de persévérance. Tu commences à sous-estimer ta valeur. Sous-estimer ta valeur dans le sens où tu manques de confiance en toi. Tu commences à te poser 10 000 questions. Ah ouais, je suis pas capable de faire ci, je suis pas capable de faire ça. Tu te dévalorises en même temps. Tu commences à te poser 10 000 questions. Ça se bouscule dans ta tête. Et ça engendre ce qu'on appelle le manque de motivation. C'est-à-dire tu n'as même plus envie de faire quelque chose, tu n'as même plus envie peut-être d'atteindre ton objectif, tu n'as plus envie de faire quoi que ce soit. Le manque de motivation ne peut pas juste se manifester à travers le manque d'estime de soi. C'est également vis-à-vis des autres qui te découragent, qui ne te valorisent pas. Et il faut qu'on apprenne aussi à se détacher de la vie des autres. Parce que ça, c'est notre principal problème. Je dis ça parce que des fois, tu peux faire un effort. Tu peux faire un effort au niveau de ton organisation, te préparer au mieux, faire en sorte que tout se passe dans de très bonnes conditions. Mais pour les autres, c'est rien. C'est rien du tout en fait. Parce que pour eux, ils ne voient pas tant que ça ton effort. Mais toi, qu'est-ce que tu en penses? C'est quoi ton point de vue vis-à-vis de cela? Donc, déjà essayer de faire une analyse soi-même avant d'attendre la validation des autres. Parce que c'est aussi ça le problème. Moi, par exemple, quand je parle de manque de motivation et de persévérance, j'ai créé un projet avec ma soeur quand j'étais au Cameroun. En 2019, je pense. Oui, en 2019, on avait commencé à créer ce projet. On a commencé par un produit, ensuite on a étendu la gamme en 2020. Mais le problème est que moi, j'étais tellement motivée au départ, j'avais une forte motivation. Et c'est ça, être entrepreneur aussi, c'est prendre des risques. J'étais tellement motivée, j'ai essayé de créer une communauté autour de ce produit. Et ça a plutôt bien fonctionné. J'avais des gens qui étaient venus à l'événement, aux ateliers et tout. Mais le problème est que j'avais commencé à vendre dans le nord du Cameroun. Après, je me suis dit, bon, pourquoi ne pas essayer d'optimiser nos points de vente dans d'autres villes, c'est-à-dire dans d'autres régions du Cameroun. Et j'ai commencé par le faire dans l'Adamawa, c'est-à-dire à Ngaoundéré, ensuite de suite à Yaoundé, à Douala. Mais le souci est que j'étais tellement motivée que je pense que j'étais motivée toute seule en fait. J'étais motivée toute seule, les autres étaient occupés, on ne pouvait pas faire la production par exemple, parce que on n'était pas à 100% sur le projet, chacun avait ses objectifs à atteindre aussi, et il fallait tenir ça en compte. Pour moi, mon objectif, c'est votre objectif, ce qui n'est pas le cas. Et après, il y avait également la partie point de vente. Ce que j'ai essayé de faire, c'est créer des partenariats de confiance. Pas des partenariats professionnels, c'est-à-dire faire un contrat, un suivi, une traçabilité. Non, j'ai essayé de faire un contrat de confiance, ce qui m'a amené à perdre un gros stock de produits. J'ai perdu un gros stock de produits, j'ai perdu de l'argent. J'ai investi de l'argent que j'ai perdu. En fait, j'ai pris des risques qui m'ont permis plus tard de comprendre que j'ai pris des risques que je n'avais pas analysés au départ. Je n'avais pas pris le temps d'analyser les conséquences de mes risques. Et aujourd'hui, je pense que cette expérience m'a permis de ne surtout pas faire confiance à 100% aux personnes.
tu peux te lancer dans un business et juste à cause des gens, ça foire. Juste à cause des gens, ça foire. Donc, prendre en compte tous les paramètres avant. Tu peux être motivé, mais tu seras motivé seul. Les autres ne seront pas motivés parce qu'ils n'ont pas investi de l'argent là-dedans. Parce que pour eux, ils pensent que tu vis de cette activité-là. Et parce que pour eux, ils pensent que tu as de l'argent si tu as pu investir dans ce projet. Donc, l'échec peut également être peut se manifester par d'autres facteurs externes qui ne sont pas... qui sont hors de contrôle en fait, où on n'a pas la main mise là-dessus, on ne peut rien faire. C'est comme ça, c'est comme ça. Moi, par exemple, quand j'ai fait une année d'études au Sénégal, et au Sénégal, je faisais mon année de Master 1. Et pour faire mon année de Master 2, c'était en full English en France. Mais le problème est qu'il fallait que je fasse une formation de base pour pouvoir, une formation du TOEIC, c'est pour avoir un certain niveau en anglais. En fait, ça justifie le fait que tu parles très bien oralement, que ce soit à l'oral et à l'écrit, la langue anglaise. Sauf en fait, le score demandé par l'école, c'était de 780. Sauf que moi, quand je faisais le test, à chaque fois, je m'arrêtais à 600, pas plus. Et j'étais obligée et l'école nous a proposé, si vous n'avez pas le point demandé, en fait, le nombre de points demandés par l'école, le nombre de points demandés par l'école en France, vous allez rentrer et vous allez faire une année de césure. Soit vous rentrez, soit vous restez dans le pays, ou vous allez dans un pays anglophone, ce qui était encore mieux. Sauf que moi, je n'avais pas déjà les moyens d'aller dans un pays anglophone. Restant en France, ça me coûtait cher parce que je passais une année juste à apprendre l'anglais. C'était pas économiquement parlant pour moi, c'était trop fort. Et ensuite, j'avais également l'option de rentrer chez moi et d'apprendre l'anglais. Sauf que je rentre chez moi, certes. En fait, le Cameroun, les deux langues officielles du Cameroun, c'est le français et l'anglais. Et les zones anglophones à l'époque étaient des zones de guerre. Et je pense qu'aujourd'hui, on a toujours ce problème-là. C'était des zones de guerre. Et moi, je ne pouvais pas parler, j'avais pas le niveau, il fallait que je rentre. Donc, je suis rentrée, mais j'ai appris l'anglais dans une ville francophone. Malheureusement, c'était à Yaoundé. Malheureusement, mais je pense que la formation m'a quand même aidé à me mettre à niveau parce que j'étais à 100% sur la formation. Alors, mon niveau, il n'est pas top de ces top, mais je m'exprime déjà en anglais, ce qui est un bon point. Par contre, ce qui s'est passé quand je suis rentrée, c'était dans les années 2019, voilà. Je crois que ma première année, c'était 2018-2019. Et quand je suis rentrée, j'ai passé donc l'année 2019-2020, cette année scolaire-là, l'année scolaire 2019-2020 au Cameroun pour apprendre l'anglais. Ce que je ne savais pas derrière cet échec, c'était que le Covid allait arrêter le monde entier. Et mes camarades qui sont partis du Sénégal durant la même période, ils sont arrivés en France et tout de suite après, il y avait le confinement, le premier confinement. Et moi, j'étais en mode, attends Seigneur, c'est quoi cette histoire? Donc en gros, j'ai pas eu le niveau pour pouvoir rentrer chez moi. Et on sait très bien qu'en Afrique, il y avait le confinement, mais c'était pas aussi fort. Je veux dire, c'était pas aussi obligatoire que quand c'était dans les pays que sur d'autres continents. En Chine, par exemple, il n'y avait personne qui sortait. Ici, personne ne sortait. Tout le monde était confiné et restait chez lui. Sauf qu'en Afrique, nous, on avait la possibilité de sortir, on se baladait dans les rues, on avait des masques certes, mais on se baladait quand même dans les rues, ce qui était un bon point. Donc moi, honnêtement, j'ai rendu grâce à Dieu. C'était un sujet de gratitude parce que, heureusement pour moi, je ne me suis pas retrouvée en France durant cette période-là. Comment j'allais faire? Parce que les camarades qui sont venus, ils étaient censés passer déjà l'année scolaire et ensuite avoir un stage de fin d'études de 6 mois, ce qui n'était pas le cas. Toutes les entreprises fermaient, personne ne recrutait. Ils ont fait des stages au même moment que nous, quand nous sommes arrivés, en fait, durant l'année scolaire 2020-2021. Oh, ils ont fait les stages au même moment que nous. Ils ont commencé des stages, les entreprises ont fermé, ils sont rentrés chez eux, ils ont été confinés. Donc, tu n'as pas de salaire, tu ne manges pas. Pour moi, je pense que c'était le cauchemar à ce moment-là. Donc, je comprends ceux qui sont restés, mais moi, je rends grâce à Dieu parce que heureusement pour moi, je suis rentrée pour pouvoir préparer mon année scolaire.
Ne pas toujours voir l'échec comme euh, un mauvais truc. Non, il y a certaines choses qui peuvent arriver, mais c'est pour t'aider ou encore t'éviter certaines choses dont en fait, sur lesquelles tu n'as aucun contrôle en fait. Tu ne peux pas voir l'avenir, tu ne sais pas ce qui va se passer. Dieu, il sait tout. Et c'est pour ça qu'il permet certaines. J'aurais pu me dire psychologiquement parlant, ben non, je ne suis pas capable de parler anglais et je ne vais pas aller en France parce que de toutes les façons, je ne vais rien comprendre de ce que le professeur va dire. Mais j'ai quand même pris le risque, je me suis dit, bon, je vais me focaliser sur cette formation, je vais atteindre cet objectif-là et j'ai pu l'atteindre parce que j'ai pas fait en sorte que ça soit un frein, je ne me suis pas diminuée et je me suis donné les moyens de pouvoir atteindre l'objectif dont je m'étais fixé au départ. Parce que ce concours, maintenant, moi, ce que je dirais pour surmonter les échecs de notre vie, et c'est ce que moi j'ai fait, c'est ce qui m'a aidé et moi je recommanderais ça, c'est déjà accepter d'avoir perdu. Des fois, on peut se dire, oui, j'ai pas fait ça, nanana, accepte, oui, tu as perdu, tu as échoué. Oui, c'est accepter la tristesse, la déception que tu ressens au fond de toi, le fait de n'avoir pas pu faire comme les autres, le fait de pouvoir rester à la traîne, le fait de pouvoir, en fait, accepter tout simplement la défaite. Et moi, je dis que certes, on n'a pas perdu la guerre, mais on a perdu juste une bataille. C'est un détail. On n'a pas tout perdu. Il y a des choses qu'on réussit quand même. Pourquoi ne pas valoriser déjà ce qu'on a obtenu, ce qu'on a pu atteindre comme objectif, ce qu'on a pu atteindre comme but. Donc, accepter le fait qu'on a perdu, oui, ça c'est important. Ça te permet aussi de faire le deuil de cet échec-là. Tu prends sur toi, tu te dis, bon, c'est pas grave, la prochaine fois je ferai mieux, la prochaine fois je m'organiserai autrement, la prochaine fois bah, je me donnerai les moyens, peut-être je demanderai de l'aide, mais accepter qu'on a perdu. Je te conseillerais également d'apprendre de cet échec, te poser les questions de savoir qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui a fait en sorte que je ne fasse pas ci ou je ne fasse pas ça, te poser les bonnes questions, faire une sorte d'introspection et pouvoir l'améliorer pour atteindre ton nouvel objectif que tu t'es fixé. C'est important d'apprendre de son échec. Donc déjà analyser la situation et faire au mieux pour que cela ne se reproduise plus la prochaine fois. Essayer de reconstruire la confiance en soi. Moi, je disais tantôt tout à l'heure que l'échec peut se manifester par une perte de confiance en soi. Tu commences à douter de tes capacités, à te diminuer et à ne pas te valoriser. Bah, refaire la confiance en soi, c'est déjà atteindre les objectifs comment dire, se fixer de petits objectifs atteignables. Parce qu'on peut se fixer des objectifs. Comme moi, par exemple, quand je me suis fixé l'objectif de pouvoir apprendre l'anglais d'un coup, je crois que c'était en 2 mois, 3 mois après la première année de master, là, je me suis dit, je vais apprendre l'anglais, je vais partir avec les autres. Sauf que non, hein, j'avais pas un bon niveau, j'avais vraiment pas un bon niveau. Donc, certes, j'arrivais à avoir quand même la moyenne au niveau du TOEIC, mais ce n'était pas les points demandés par l'école. Donc, essayer de te fixer des petits objectifs atteignables déjà et valoriser ce que tu fais. Moi, j'ai fait une formation, j'avais quand même déjà la moyenne. Je pouvais dire merci Seigneur, j'ai déjà la moyenne, j'arrive à rentrer dans la case de ceux qui ont le TOEIC. Tu vois, te valoriser comme ça et te dire bon, c'est pas grave, le reste viendra par lui-même. À force de répétition, à force de formation, ben, ça va venir petit à petit. Au lieu de te dire ah non, je peux pas, j'y arrive pas, c'est fini pour moi, c'est 0, 1, 1. Ça va rien. Se plaindre, en fait, ne va rien changer, je pense. Ça va valoriser ces petites victoires, c'est important. C'est important de se dire que tu as fait quelque chose et ça a quand même produit, ça a donné un certain résultat. Ça fait plaisir de valoriser ces petites victoires. Et c'est pas donné à tout le monde de faire ça. Il y a beaucoup de personnes qui procrastinent, il y a beaucoup de personnes qui se disent qu'ils vont faire ci, ils vont faire ça, mais qu'ils ne le font pas au final. Mais toi, quand même, tu as eu la capacité de te lever et tu l'as fait. Donc ça aussi, c'est à valoriser. Hein. Cet effort que tu fournis, c'est important de le valoriser. Et ça, je l'entends beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est un conseil qui est quand même difficile à... C'est un conseil qui est difficile à assimiler. En tout cas, pour moi, personnellement, c'était compliqué de l'intégrer. C'est plus tard que j'ai compris
cette vision des choses en fait. Par exemple, voir l'échec d'une autre façon. D'une autre façon dans le sens où ne pas voir ça comme un signe d'incompétence. Comme un signe d'incompétence. Par exemple, tu vas te dire, bon, je ne sais pas faire ci parce que je suis incompétente. Non. Voir l'échec différemment. Après mes études en France, je cherchais du travail. J'ai cherché du travail un peu partout. J'ai cherché du travail longtemps. Bon, quand je dis longtemps, il y a des personnes qui ont cherché longtemps, ils n'ont pas eu. Hein. C'est pas mon cas. Malheureusement, Dieu il m'a fait grâce. En fait, c'était à la dernière minute que j'arrivais toujours à. C'est-à-dire avant, c'est à la dernière minute que Dieu me faisait la grâce de trouver quelque chose. Mais avant ça, je paniquais tellement. Je me disais, mais pourquoi les gens ils ne me recrutent pas? Parce que j'ai pas d'expérience, j'ai pas de compétences. Et il faut aussi savoir que la majorité de mes expériences étaient en Afrique. Et je suis désolée, c'est un sujet un peu tabou, mais je vais quand même le mentionner. Mais les expériences que vous aurez en Afrique ne sont pas forcément valorisées en Europe. Malheureusement, c'est comme ça. Donc, du coup, je cherchais. Et les mails tous les matins que je recevais, tous les matins quand je me réveillais, c'était en mode malgré vos capacités, malgré vos compétences, on a choisi une personne qui est mieux expérimentée que vous. Et ce mail, c'est pas pour vous décourager, mais surtout pour vous dire qu'on a choisi quelqu'un qui rentrait plus dans la case. Les cases. En fait, la personne cochait plus de cases que moi. Mais on vous souhaite une bonne continuation et une bonne chance dans votre recherche de travail. Sauf que moi, ça ne m'aidait pas si je recevais ce genre de mail à chaque fois. À force, je me demandais, en fait, je comprenais pas pourquoi j'arrivais pas à trouver, tu vois. Pour moi, c'était une forme d'échec, en fait. Certes, je m'investissais, je cherchais, mais je trouvais pas quelque chose de concret. Aujourd'hui, je me dis, si je postule dans une boîte et qu'on ne me recrute pas, je me dis, ils ont juste pas l'opportunité de travailler avec moi. Ils n'ont juste pas l'occasion de voir de quoi je suis capable, tu vois. Et pour que j'arrive à ce mindset-là, il a fallu du temps. Je vous assure, c'était à mon époque que je disais ça la dernière fois. Genre, j'ai reçu un message, un mail qui me disait malheureusement et tout. J'ai dit écoute, ils n'auront pas l'occasion de travailler avec moi. Il m'a dit voilà. Ça, le jugement, évitez ça. Les personnes qui vous jugent, pour moi, je pense que c'est le reflet de leur propre personnalité. Hein. Ça n'aide pas en fait, ça n'aide pas. Si quelqu'un est là pour te parler de ses problèmes, c'est pour que tu l'encourages et que tu vois en lui le meilleur, ce qu'il a de meilleur en lui-même et de ressortir ça. Et pas pour que tu lui dises, ah ouais, pour le casser encore plus, tu vas pas l'aider. Donc entourez-vous de bonnes personnes, ceux qui ont les 10 000 amis toxiques là. Il faut éviter de s'entourer des personnes qui passent leur temps à vous jalouser, à douter de vous, à vous dévaloriser. Ça, c'est pas bon du tout. Choisissez plutôt les personnes qui vont toujours pointer du doigt vos échecs, toujours remettre en avant ce que vous n'avez pas bien fait. Ça, c'est pas bon. Entourez-vous des personnes qui vont vous encourager, qui vont essayer de trouver une solution à votre problème, qui vont vous aider à voir plus clair, peut-être si vous avez une vision floutée de la chose. Donc, ils vont vous aider à voir plus. Ça, je vais le mentionner pour ceux qui sont chrétiens. C'est pas tout le monde qui va penser comme ça. Mais moi, je remets tout entre les mains de Dieu quand ça va pas. Quand je vois que je suis à bout de force, peut-être assommée par l'échec, ben moi je prie et je déclare les paroles valorisantes que Dieu a données dans sa Bible. Par exemple, quand il avait choisi David, c'est un personnage de la Bible, David, le roi David, il avait choisi, c'était un berger, un gars maigrichon, tout mince et tout, il bergeait des chèvres. C'était pas le type de personne qu'on s'était dit, bon, il va être roi d'Israël. Non. Il était perdu quelque part dans la brousse en train de faire ses chèvres. Et Dieu, il a dit, c'est lui qui sera le roi d'Israël. Et David avait ce mindset-là en mode, mon Dieu. Donc, c'est lui qui me conduit dans tout ce que je fais. C'est lui qui me guide dans tout ce que je fais. Il avait dit, je vais tuer Goliath. À l'époque, il y avait un grand géant qui terrorisait le peuple d'Israël. Et David a dit, moi je vais le tuer. Tout le monde l'a regardé en mode, toi le petit garçon là, comment tu vas faire pour tuer un géant? Donc en fait, des fois tu peux te fixer un objectif inatteignable.
C'est-à-dire, toi, tu as la vision claire de la chose. Tu te dis, moi, je vais atteindre cet objectif-là. Et les gens, ils vont rester en mode derrière toi et ils vont te regarder. Et dans leur regard, tu sens pour qui tu te prends. Tu sens qui es-tu, d'où tu sors, tu as quelle tête, comme on dit chez moi. Tu as quelle tête. Plein de personnes. Il a pris juste une fronde et un caillou, il a tué le géant. Une fronde et un caillou, les gars. Et j'ai tellement vu d'exemples comme ça dans la Bible où Dieu, il a toujours pris ce qui était pas si fameux que ça, qui était pas, genre à vue d'eux, tu te dis, il est nul quoi, tu vois. Mais Dieu, il valorise ce type de personnes. Donc voilà. Des fois, tu peux te dire, moi je peux pas faire ci, je peux pas faire ça, mais c'est pas son plan pour toi. Son plan pour toi, c'est t'amener encore plus haut. C'est t'amener dans une dimension où tu ne pourras même pas. En fait, tu vas te poser la question de savoir, est-ce moi qui ai fait ça? Communiquer avec Dieu aussi, ça m'aide. Ça m'aide à surmonter l'échec, ça m'aide à me valoriser, ça m'aide à atteindre l'objectif et le but divin. Moi, je sais que quelque part, Dieu, il a prévu plein de choses pour chacun de nous. On n'est pas venu sur la terre pour souffrir. Et s'ils sont sur la terre, c'est qu'on a quelque chose à apporter. Et tout le monde est déjà pris. Quand je dis tout le monde est déjà pris, chacun est comme il est. Chacun a son authenticité, son identité. Toi, tu es ce que tu es. Moi, je suis ce que je suis. Et aujourd'hui, ce que j'aimerais te dire, c'est que valorise-toi. Valorise. L'échec, c'est pas la fin du monde. Relève-toi, reprends la course et fonce. Le diable, il sait que tu as une étoile qui brille sur ta tête. Il va faire tout pour ne pas que tu atteignes l'objectif que Dieu a pour toi. Il va faire tout pour te briser. Il va faire tout pour mettre les bâtons dans tes roues. Il va faire tout pour que tu sois déstabilisé, découragé au point de baisser les bras. Et moi, je viens dire à quelqu'un aujourd'hui, ne te laisse pas faire. On est tous appelés à quelque chose. On est tous appelés à quelque chose. Dieu a mis en nous des dons et des talents. Si on ne réussit pas quelque part, ce n'était pas juste pour nous, on va réussir ailleurs. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Et j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, mettez-moi un pouce bleu, likez la vidéo, partagez-la également pour aider d'autres personnes. Et je vous souhaite une très, très, très belle semaine. Et on se voit la semaine prochaine. Bisous.